Alors, c'est parti. Déjà, j'aimerais savoir si vous connaissez les 4 piliers de l'apprentissage. Donc, il va y avoir trois cas de figure. Le premier, j'en ai jamais entendu parler. Vous levez un doigt. Vous n'en avez jamais entendu parler. Si vous connaissez un petit peu, vous pourriez nous en parler pendant quelques minutes. Vous levez un deuxième doigt. Et si vous êtes plutôt expert et que, oui, c'est quand même un sujet que vous maîtrisez, vous levez le troisième doigt. Alors, je vois 2, 2, 2, 1, 2 et 1. Voilà. D'où l'importance de la caméra, sinon je ne peux pas vous voir. Ah, un doigt. Oh, un doigt, ok. Personne n'a osé enlever 3. Je pense que ce n'est pas facile des fois de se dire oui, je suis expert dans le sujet. Voilà. Ouais. Coupez bien vos micros, comme ça, vous l'activerez juste quand vous voudrez parler, ça sera plus agréable. Je suis désolée, pardon. Alors, on commence par le premier pilier de l'apprentissage. Et évidemment, je ne vais pas directement vous dire ce que c'est et voilà, vous parler pendant 10 minutes. Je vais plutôt vous poser des questions pour vous permettre de comprendre et de comprendre ce premier pilier. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre une feuille. D'un côté, il y a un micro, si ça ne vous ennuie pas de le couper. D'un côté, vous mettez un grand V pour vrai et de l'autre côté, un grand F pour faux, que ça soit bien lisible. Et comme ça, à chaque fois, on va prendre, pour chaque question, vous allez prendre le temps de réfléchir. Et quand vous avez fini de réfléchir, que vous voulez faire une hypothèse, vous lèverez votre feuille pour me montrer le V ou le F. Et pour ne pas voir les réponses des autres avant d'avoir eu le temps de réfléchir, je vous invite à baisser les yeux, voilà, pas regarder l'écran tant que vous n'avez pas fait votre hypothèse. Quand votre hypothèse est faite, hop, vous levez le papier. Je vous laisse quelques secondes pour écrire sur une feuille. C'est bon, tout le monde a son papier avec un grand V et un grand F. Allez, on commence. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter à lire les questions aussi. Ça va prendre peut-être un tout petit peu plus de temps, mais je pense que ça peut être intéressant. Donc, à part Hélène qui n'est pas disponible, voilà, je vous invite à lire les questions. Donc, Alice, est-ce que vous voulez bien commencer? Non, Alice n'est plus disponible. Alors, Caroline? Sélectionner l'information pertinente et fondamentale pour l'apprentissage, vrai ou faux? Voilà. Donc, vous prenez le temps de faire votre hypothèse et quand vous pensez savoir, hop, vous levez votre papier. Alors, ça y est, je vois toutes vos hypothèses. On a un peu des deux, un peu des vrais, un peu des faux. Alors, je vous montre la réponse. C'est vrai. Hein. Le fait de sélectionner la bonne information, c'est fondamental. Je vérifie, voilà. Si on ne sait pas à quoi faire attention, et ben, du coup, on ne peut pas l'apprendre si on ne le voit pas. Est-ce que parmi vous, vous connaissez une vidéo assez connue avec 2 équipes de joueurs de basket? Ouais. Qui connaît? Qui connaît pour voir? Ouais. Donc, avant d'expliquer en quoi cette vidéo est importante, qui veut du coup nous parler de cette vidéo? Je ne veux pas prendre le temps de vous la montrer, mais si quelqu'un veut nous expliquer en 1 minute de quoi il s'agit. Je veux bien. En fait, on voit des joueurs sur un terrain. Alors, il y en a plusieurs. Enfin, moi, c'est la dernière que j'ai vue sur un terrain à l'extérieur et on doit compter le nombre de passes que les joueurs se font. Donc, en fait, on est focalisé sur cette question-là. Et en fait, il passe une personne déguisée au milieu des joueurs. Et à la fin, en fait, on nous demande si on a vu cette personne. En l'occurrence, en général, on ne l'a pas vu parce que du coup, on est focalisé sur le nombre de passes. Oui, c'est exactement ça, Caroline. Et en plus, il y a une équipe qui est en blanc et une équipe qui est en noir. Et comme le gorille, la personne déguisée en gorille est en noir,
Et ben, du coup, on a inhibé le noir et on était focalisé sur les joueurs en blanc à compter les passes de cette équipe habillée en blanc. C'est ça. Donc, si on ne voit pas le gorille et que je vous dis 2 semaines après, vous vous rappelez du gorille, ben non, vous ne pouvez pas vous en rappeler puisque vous ne l'avez pas vu. Hein. Donc, c'est pour ça que sélectionner l'information pertinente, c'est vraiment fondamental. Alors, du coup, je vais demander à Karine de lire la suivante. Non, elle ne peut pas mettre son micro. Ou alors, en plus, je n'ai pas tous vos prénoms sur la feuille. Prenez la parole, on verra bien s'il y a 2 personnes qui prennent la parole en même temps. Je pense qu'on va s'ajuster. Dès que vous voyez une nouvelle question, allez-y, quelqu'un se lance et la lit. Moi, je le fais. Je suis un peu enrhumée, je suis désolée, ma voix est... Alors, loin de toujours diminuer la capacité de concentration, les jeux vidéo peuvent aussi l'augmenter. Vrai ou faux? Allez-y. Donc, à chaque fois, vous faites votre hypothèse avec votre petit papier. Voilà. Quand votre hypothèse est faite, vous levez votre petit papier. Alors, par contre, j'ai du mal à lire le chat en même temps. Là, voilà, je ne vais pas lire. Si vous voulez prendre la parole, prenez-la en levant la main, mais je ne peux pas lire le chat en même temps, ça fait trop de choses. Alors, je vois des vrais. Oui. Ok, je vois que des vrais. Allez, je vous montre la réponse. Je suis étonnée que tout le monde, que vous soyez unanime. Donc oui, c'est vrai. Évidemment, il y a d'autres soucis avec les jeux vidéo, mais en tout cas, les jeux vidéo, les jeux sur tablette, certains jeux peuvent permettre d'augmenter la capacité de concentration. On a tendance à que les critiquer pour les côtés négatifs, mais voilà, des fois, ça peut aider. Allez, question suivante. Quelqu'un se lance? Quand nous enseignons, nous avons tendance à oublier ce que c'est d'être ignorant. Vrai ou faux? Ouais, celle-là, elle est assez facile. Enfin, je pense qu'elle a l'air facile parce que vous êtes tous d'accord. Allez, donc oui, c'est vrai, bien sûr. Nous pensons que ce que nous voyons, tout le monde peut le voir. Et nous ne comprenons donc pas qu'un enfant puisse, sans aucune mauvaise volonté, ne pas voir, au sens le plus littéral du terme, ce qu'on cherche à lui enseigner. Or, l'expérience est claire. S'il ne comprend pas à quoi il doit faire attention, il ne le voit pas. Et ce qu'il ne voit pas, il ne peut pas l'apprendre. Si l'enfant n'a pas vu le gorille dans la vidéo, il ne peut pas s'en rappeler 2 semaines plus tard parce qu'il ne l'a pas vu. Et un exemple un exemple plus scolaire, on va dire, c'est pour la lecture. En grande section, en CP, si l'enfant ne sait pas où porter son attention, et s'il pense que le mot, voilà, c'est la forme du mot qui va lui permettre de lire, et du coup, ça va être beaucoup plus compliqué. Et l'idéal, c'est que l'adulte lui porte son attention sur la correspondance graphème-phonème. Le F fait F, le A fait A, et voilà. Et si l'enfant ne sait pas que chaque lettre ou 2 lettres, 3 lettres, chaque lettre fait un son, il ne pourra pas du coup apprendre à lire s'il croit juste que c'est la forme du mot qui compte. Hein. Donc c'est important voilà, que l'enfant sache où focaliser son attention. Alors, question suivante. Quelqu'un se lance? Apprendre à se concentrer est un ingrédient essentiel de l'apprentissage. Vrai ou faux? Je vois que des vrais. Allez, je vous montre la réponse. Donc oui, évidemment. Hein, si on ne porte pas attention sur quelque chose, voilà, on ne peut pas se concentrer et on ne peut pas apprendre. Question suivante. Personne ne la lit? Personne ne veut la lire? L'entendre à voix haute? Enseigner, c'est faire attention à l'attention de l'autre. Vrai ou faux? Alors, je vois des vrais. Allez, je vous montre la réponse. Oui, évidemment, c'est vrai.
hein. Et du coup, l'adulte qui enseigne, mais quand on dit, enfin, qui enseigne, c'est pas forcément que un prof des écoles, hein. Ça peut être juste un parent, un éducateur, enfin peu importe. Quand on veut transmettre quelque chose aux enfants, on doit constamment penser à ce que l'enfant ne sait pas. Et même les bébés de 18 mois comprennent que si on les regarde dans les yeux, c'est qu'on cherche à leur transmettre une information importante. Voilà. Donc le regard a vraiment aussi beaucoup d'importance. Même avant, bien avant 18 mois. Voilà. Ah oui? Professionnel de la petite enfance, bien avant 18 mois. D'accord. Alors moi, je me basais sur Stanislas Dehaene, mais votre expérience nous prouve que c'est même bien avant. Ah oui, d'ailleurs, au début, je voulais vous demander vos professions, j'ai oublié, donc je vous poserai peut-être la question à la fin. Alors, avec toutes ces questions, je pense que vous avez des pistes pour deviner quel est le premier pilier de l'apprentissage. Donc, soit vous l'écrivez sur une feuille de brouillon, soit vous prenez le temps de réfléchir dans votre tête. Je vous laisse quelques secondes pour trouver. Alors, je vois quelqu'un qui l'a écrit là sur sa feuille. Bérangère, vous pouvez nous le dire, ce que vous avez noté? L'attention. C'est ça, voilà. L'attention, c'est vraiment le premier pilier de l'apprentissage. Et j'aime bien la métaphore des piliers parce que ça sous-entend que si un pilier n'est pas présent, voilà, si un pilier s'effondre, bah, c'est tout l'édifice qui s'effondre. Donc, j'aime bien cette image des piliers, la métaphore est assez parlante. Et donc, oui, c'est l'attention, le premier pilier d'apprentissage. J'accompagne aussi, là, le petit atelier sur les 4 piliers que je suis en train de vous faire, je le propose, alors, pas sous cette forme-là évidemment, mais je le propose aussi à des enfants de CE2, CM1, CM2. C'est un programme du coup que les enfants peuvent suivre avec leurs parents sur plusieurs mois. Et du coup, une fois que les enfants ont pris conscience de l'importance de l'attention, c'est la première étape, hein, en prendre conscience, je ne m'arrête pas là. Je leur propose aussi des stratégies pour essayer d'être plus attentifs. Parce que juste dire fais attention, concentre-toi, oui, ok, mais je fais comment, hein? C'est vraiment aussi leur donner des outils, ça me paraît quand même indispensable. Et n'hésitez pas à prendre la parole, hein, à lever la main quand vous voulez intervenir, quand il y a quelque chose qui vous vient, parce que c'est aussi vos expériences qui peuvent apporter à tout le groupe. Donc du coup, voilà, j'avais fait cette petite carte mentale toute simple avec plusieurs stratégies pour être attentif. Est-ce qu'il y en a qui vous parlent? Est-ce qu'il y en a que vous connaissez, que vous mettez en pratique à la maison, donc au niveau professionnel? Alors moi, il y en a plusieurs que je ne connais pas du tout. Le Pomodoro, D'accord. je n'ai jamais entendu. Et après, l'équilibre attentionnel, je ne sais pas ce qui se cache derrière non plus. D'accord. Est-ce que vous voulez on n'aura pas le temps de toutes les voir en détail, mais est-ce que vous voulez que je décrive ces deux-là, l'équilibre attentionnel et le Pomodoro? Oui. Ouais. Alors, le Pomodoro, c'est le but en fait. Pomodoro, ça veut dire tomate en italien. Mais n'importe quel minuteur, même s'il n'a pas la forme d'une tomate, ça marchera quand même. Donc, le principe, c'est de prendre un minuteur et de le régler. Alors, 15 minutes, 20 minutes, ça dépend, hein, si on parle d'un enfant, d'un adulte ou de. Voilà, tout dépend, mais tout dépend de la personne. Mais on va dire en général, on le règle sur 15 minutes. Et pendant ces 15 minutes-là, on essaye de réaliser une tâche. Alors, si je prends l'exemple d'un enfant qui a des devoirs à faire, il se dit, je vais faire mes exercices de maths pendant les 15 minutes. Et on évite les sources de distraction, hein, donc on prévient tout le monde. Voilà, pendant 15 minutes, je ne veux pas être dérangé, pas de téléphone, pas de notification. Vraiment, on se met dans les bonnes conditions pour être le plus attentif possible pendant ces 15 minutes. Et quand le Pomodoro sonne, quand le minuteur sonne, même si on n'a pas terminé la tâche, c'est pas grave. En fait, on pourra refaire un deuxième Pomodoro plus tard, mais ce qui est important, après ces 15 minutes où on a fait tout notre maximum pour être le plus attentif, ça va être de s'apporter une petite récompense. Alors, récompense, ça peut être juste s'étirer, boire un sirop, danser, enfin voilà, quelque chose
de cours, mais à chaque fois, avant d'enchaîner sur une autre période de 15 minutes d'attention, s'apporter cette petite récompense. Voilà. Voilà le Pomodoro. Et l'équilibre attentionnel, c'est Jean-Philippe Lachaud qui en parle très très bien. Jean-Philippe Lachaud, c'est le spécialiste de l'attention. Si vous voulez creuser ce sujet, évidemment, tout ce qu'il apporte est vraiment d'une super qualité. Et les poutres, en fait, il parle de poutres et il va y avoir différentes hauteurs de poutres. Donc, si je tombe de la poutre et qu'elle est basse, bon, je risque pas grand-chose. Si je tombe de la poutre parce qu'elle est haute, c'est plus dangereux. Donc, ne pas être attentif quand je traverse la route, c'est plus dangereux que de ne pas être attentif pendant mon exercice de maths. Donc, voilà, ça détermine la hauteur de la poutre, à quel point c'est important d'être attentif. Après, il y a une histoire de longueur de la poutre. La longueur, ça va être le temps où je vais devoir rester attentif. Si mon exercice de maths il est court, la poutre est courte. Si l'exercice est long, la poutre est longue. Et après, la troisième variable, ça va être la largeur de la poutre. Si c'est un exercice de maths que je maîtrise très bien, si c'est les fractions et que les fractions, j'ai aucun problème, ma poutre, elle va être large. J'ai peu de chances de tomber. Et si les fractions, c'est très compliqué pour moi, ma poutre va être étroite et j'ai plus de risques de tomber. Voilà, je vous l'explique vraiment rapidement, mais c'est le fait que les enfants visualisent leur poutre avant de se lancer dans une tâche, ça leur permet de savoir un peu la largeur, la hauteur et la longueur de leur poutre. Et puis, tomber de la poutre, c'est normal. On ne peut pas, pendant un quart d'heure, être attentif et ne pas penser à autre chose, c'est impossible. Mais ce qui est important, c'est d'en avoir conscience. Et de se dire, là, je suis tombée de ma poutre. Allez, je remonte pour réussir à aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ma poutre, jusqu'à la fin de mon exercice. Voilà. Et juste un petit mot très court sur la méditation, vu qu'on parle de Jean-Philippe Lachaud. Alors, il y a plein d'études qui prouvent que la méditation permet d'augmenter l'attention. Là, je suis en train de lire un livre en anglais d'une chercheuse. Et pour résumer, à partir de 12 minutes par jour, 5 jours sur 7, pendant 4 semaines. Voilà. Au bout de 4 semaines, avec 12 minutes de méditation par jour, 5 jours sur 7, il y a des effets sur l'attention et sur la mémoire de travail. Donc, inviter les enfants... Alors, méditation, pas relaxation, vraiment méditation. Et donc, moi, je me suis abonnée à une application que vous connaissez peut-être, le Petit Bambou. Et j'adore. Jean-Philippe Lachaud a fait un programme, justement, sur l'attention. Et c'est vraiment d'une grande qualité. Donc, j'en profite et j'en fais profiter mes filles aussi. Donc, voilà pour l'attention. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au deuxième pilier ? Vous avez parlé à plusieurs reprises de 15 minutes. Est-ce que ça sous-entend qu'au-delà de 15 minutes, on perd de l'attention ou c'est de moins bonne qualité? Quand je dis 15 minutes pour le Pomodoro ? Oui, et vous avez parlé aussi des 15 minutes pour les poutres. Alors, je pense que... Non. Là, il n'y a vraiment pas d'études qui... J'ai dit 15, j'aurais pu dire 10 ou 20. Il n'y a pas vraiment de... Je ne connais pas d'études qui disent un chiffre en particulier. C'est juste que le Pomodoro, on ne va pas le mettre sur 20-25 minutes dès le début. Parce que ça peut paraître un peu insurmontable pour un enfant ou même pour un adulte de rester vraiment attentif pendant 20-25 minutes. Donc, je pense qu'il vaut mieux commencer avec 15. Et puis, si on voit que ça marche super bien avec 15, après, on peut mettre 20. La personne qui en parlait, une américaine, elle parlait de 20 ou 25. Mais voilà, après, à vous d'essayer en fait. 15, 20, 25, il n'y a pas de règle. C'est selon chaque personne. Et ça dépend de l'âge de l'enfant aussi. C'est ça. Alors, écoutez, on continue avec le deuxième pilier de l'apprentissage. Moi, j'ai le livre de Stanislas Dehaene sous les yeux parce que j'aime bien des fois quand j'ai oublié une phrase, la retrouver pour vous la dire au bon moment. Alors, déjà, est-ce que quelqu'un connaît le deuxième pilier ? Sans le dire, pour ne pas gâcher la surprise à tout le monde, quelqu'un le connaît ? Oui. Ok. Alors, c'est parti. L'engagement actif signifie que l'organisme doit bouger. Quand on parle d'engagement actif, moi, je l'ai lu du coup. Est-ce que l'organisme doit bouger ? Vrai ou faux ? Là, c'est partagé. Il y a à peu près autant de vrai que de faux. Ok, alors je vous montre. Eh bien, c'est faux. En fait, c'est dans la tête que ça se passe. Pas dans le corps, pas dans les pieds. Le corps n'a pas forcément besoin de bouger. Quand on parle d'engagement actif, c'est vraiment dans la tête que ça se passe.
voilà, le cerveau est capable de bien apprendre que s'il est attentif, concentré et fait des hypothèses. Donc, c'est vraiment dans la tête que ça se passe. Alors, qui veut lire la question suivante? Apprendre efficacement, c'est refuser la passivité, s'engager, explorer, générer activement des hypothèses. Vrai ou faux? Ok. La personne qui me montre, qui a écrit mélange derrière elle, vu qu'il y a un fond, quand vous me montrez votre papier, je ne vois pas en fait. C'est à cause du fond. Je crois qu'il faut que vous colliez votre papier contre vous pour que ça marche. Essayez voir, collez-le contre votre poitrine. Non, non, ça, je vois vos mains, mais pas le papier. C'est à cause de votre fond. Alors, je vous montre la réponse. Eh bien, c'est vrai. Hein, voilà. Que si on est passif, si on ne s'engage pas, si on n'explore pas, si on ne fait pas des hypothèses, eh ben, on apprend beaucoup moins. Et donc, vous avez compris, c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous pose des questions, je vous fais réfléchir. Je ne peux pas vous parler des 4 piliers de l'apprentissage en parlant toute seule pendant 1h30. Enfin, ça ne marche pas. Il n'y a aucun souci. Donc, c'est comme ça c'est l'idéal pour apprendre. Alors, qui veut lire la suivante? L'apprentissage ne survient que si l'apprenant fait attention, réfléchit, anticipe, avance des hypothèses au risque de se tromper. Alors, je ne connais pas le prénom de la personne qui... Ah si, c'était Bérangère. Bérangère, pourquoi vous pensez que c'est faux? C'est surtout pas forcément. On peut apprendre, mais on apprend mieux, je pense, effectivement, quand on suit ces principes, mais je pense qu'on peut apprendre aussi sans forcément faire des hypothèses à chaque fois. Je pense juste que ça va améliorer l'apprentissage, mais ce n'est pas forcément nécessaire pour tout type d'apprentissage, me semble-t-il. Et les autres, Du coup, qu'est-ce que c'est vous un avez... faux vrai, quoi. Un faux vrai. Des fois, c'est vrai, mais des fois, c'est faux. Les autres, qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Chaque enfant, il a son chemin d'apprentissage, il fait forcément des hypothèses qui ne sont... enfin, moi, je travaille surtout avec des tout petits, mais forcément, il a des hypothèses qui sont... il a une représentation du monde qui est tout à fait différente de la vision sachante d'un adulte ou d'un... Voilà, donc forcément, il fait des hypothèses, pour moi. Je pense qu'il y a des enfants en classe, dans CM1, CM2, qui n'en font plus à certains moments de la journée. Et c'est bien dommage. Mais ouais, en fait, c'est qu'en faisant des hypothèses et en ayant un retour qu'on va pouvoir apprendre. En fait, si on ne fait pas d'hypothèse, ça veut dire qu'on n'est pas engagé, on ne fait pas attention, on ne réfléchit pas. Et du coup, là, il n'y a pas d'apprentissage ou très peu. Allez, la suivante. Bah oui, je ne vous ai pas montré, mais du coup, oui, c'est vrai. Ah bah c'est une citation. Qui veut nous la lire? Le cours magistral où l'élève reste passif tandis que l'enseignant pérore pendant 50 minutes a fait son temps. Voilà, c'est bon de se le rappeler. Oui, là, c'était juste une citation, hein, c'était pas un vrai ou faux. Allez, question suivante. Il y a des gens que je n'ai pas encore entendus. N'hésitez pas à mettre votre micro. L'un des fondements de l'engagement actif, c'est la curiosité, l'envie d'apprendre, la soif de savoir. Vrai ou faux? Alors là, je vois que des vrais. Je vous montre. Bien sûr, c'est vrai. Et j'ai marqué pour me rappeler, si on arrive à piquer la curiosité des enfants, c'est avoir la partie à moitié gagnée. La curiosité, c'est une force qui nous incite à explorer. Donc, bien sûr, la curiosité, l'envie d'apprendre, la soif de savoir, c'est super, super important pour apprendre. Et justement, belle transition sur les 3 façons dont l'école peut tuer la curiosité. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est toujours Stanislas Dehaene. Avant de vous dire ces 3 façons,
Je vous laisse 1 minute pour essayer d'en trouver au moins une et vous nous partagerez vos hypothèses. Je vous laisse réfléchir. Alors, est-ce que quelqu'un veut faire une hypothèse sur au moins déjà une façon dont l'école peut tuer la curiosité? Par contre, je n'arrive pas à lire ce que vous écrivez en même temps, donc je préfère que vous preniez la parole. Oui, Bérangère? Le par cœur, apprendre par cœur. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses? Limiter justement le partage, enfin le mélange des enfants entre différents niveaux. Le fait de les mettre tous dans des classes par âge et voilà. Ouais, de ranger les enfants par date de naissance et de ne pas profiter du multi-âge. Oui. Oui, Bérangère? L'évaluation sanction, du coup, avec l'idée d'une évaluation qui a un enjeu de dingue sur les apprentissages et qui peuvent être frustrants quand on n'a pas de bonnes évaluations. Oui. Est-ce que vous avez encore d'autres hypothèses? Un peu dans la même veine, moi je dirais le côté bonne réponse ou mauvaise réponse. Ouais, c'est bien, vous dites plein de choses intéressantes. Alors, c'est pas forcément dans les 3 qu'il a cités, mais vous avez raison. Hein. Tout ça contribue au manque de motivation. Enfin, quand les enfants grandissent, hein, on observe souvent la motivation qui chute, moins de motivation, moins de curiosité. Donc, vous avez raison. Pour moi, tout ça y contribue. Alors, je vous dis du coup les trois façons dont l'école peut tuer la curiosité selon Stanislas Dehaene. Ça va être aussi le manque de stimulation appropriée au niveau de l'enfant. Les enfants en facilité vont s'ennuyer parce que voilà, on leur demande des choses qu'ils connaissent déjà. Et les enfants en difficulté, ça va être toujours trop dur par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Donc voilà, pour ce manque de stimulation appropriée au niveau de l'enfant, va tuer la curiosité. Un enfant qui est tout le temps en difficulté, même quand il fait des efforts, il est toujours en difficulté, il va avoir une mauvaise note alors qu'il a fait des efforts. Forcément, après, il est moins curieux, il a moins envie de s'y mettre. La deuxième façon, c'est la punition de la curiosité. Donc, en gros, c'est non, vous ne faites pas d'hypothèse, vous restez, oui, c'est ça, vous restez assis. Et puis à chaque fois que l'enfant tente de dire quelque chose, bah non, ce que tu dis c'est idiot, t'as toujours pas compris. Oui, bon, allez, et l'adulte peut, en réagissant comme ça, forcément tuer la curiosité. Et la troisième, c'est la transmission sociale des connaissances. C'est le fait de donner les réponses aux enfants alors qu'ils sont en train de se poser des questions et de leur apporter toutes les réponses sur un plateau. Voilà. Pour résumer, c'est ça. Mais ce que vous avez dit sur le multi-âge, l'évaluation, enfin voilà, tout ça pour moi, il contribue aussi. Alors, et ben voilà, je pense que vous avez le nom du second pilier de l'apprentissage. Et j'ai mis en plus, un organisme passif n'apprend pas. Donc, soit vous l'écrivez, soit vous le dites dans votre tête. Mais en tout cas, faites l'effort d'essayer de trouver le nom de ce deuxième pilier. Quand vous pensez l'avoir, vous levez la main. Ouais. Alors, Katia, vous voulez nous dire ce que c'est, ce que vous avez trouvé? L'engagement actif. Oui, c'est ça, l'engagement actif. Hein. Donc, c'est pas dans le corps, c'est vraiment dans la tête. Et faire des hypothèses, s'engager, être curieux, essayer de comprendre. Et il y a une vidéo très, très... Enfin, je ne sais pas comment la décrire, cette vidéo. À chaque fois que je la conseille, les gens font oh, il faut que je la regarde, il y a tellement d'informations. C'est un neurobiologiste qui s'appelle Gérald Hutter. Il est allemand, mais la vidéo, on peut lire, on peut mettre les sous-titres en français. Donc, je vous invite à la regarder plus tard. Elle est géniale, cette vidéo.
Et j'ai noté quelques passages de la vidéo pour vous montrer. Et donc, lui, il parle de la motivation, de l'enthousiasme. Donc, je vous lis ce que j'ai noté. La motivation est essentielle. On apprend bien que si on a une idée claire du but à atteindre et qu'on adhère pleinement à cet objectif. À chaque fois que l'on s'enthousiasme pour quelque chose, et ce sur quoi on s'enthousiasme importe peu au cerveau, il y a ce qu'on appelle des transmetteurs neuroplastiques qui se déversent. Et ces transmetteurs neuroplastiques sont comme de l'engrais pour le cerveau. Mais ces neurotransmetteurs, lorsqu'on nous fait apprendre l'annuaire par cœur ou bien lorsque l'on subit les conséquences des gens avisés, ne sont pas déversés. Ces neurotransmetteurs neuroplastiques ne se déversent que lorsque les centres émotionnels sont activés dans le cerveau. Et pour qu'ils soient activés, il faut que quelque chose vous prenne aux tripes. Il faut que quelque chose vous soit particulièrement important, parce qu'il vous le faut absolument. Chaque fois que l'on s'enthousiasme pour quelque chose, un arrosoir déverse dans le cerveau cet engrais, ce fertiliseur qui fertilise le cerveau, mais seulement les zones que l'on utilise dans un état d'enthousiasme. Cet enthousiasme nécessaire pour qu'il y ait des changements dans le cerveau, on ne peut pas l'avoir sur ordonnance, ni l'engendrer par de savantes conférences, etc. Alors là, c'est une super vidéo que je vous conseille d'aller voir. Ah, il y a Maxime qui vient d'arriver. Donc voilà pour le deuxième pilier. Avant de passer au troisième, est-ce que vous avez des questions sur ce pilier? Moi, l'engagement actif chez les tout petits, il passe quand même beaucoup par le corps, même s'il apprend en observant. Donc, je pondérerais la notion de l'engagement actif. Je suis montessorienne également, et donc ça passe quand même aussi beaucoup par la manipulation, l'exercice physique du corps, etc. Ouais. Je pense que ce que Stanislas veut dire par l'engagement actif, c'est vraiment dans la tête et pas dans le corps. C'est à différencier de l'importance du mouvement, parce que Maria Montessori en parlait énormément de l'importance du mouvement, la liberté de mouvement, et on sait que c'est hyper important aussi. Mais je pense que c'est quand même, enfin, c'est pas l'un ou l'autre. Les deux sont exacts. Mais je pense que Stanislas Dehaene, il est vraiment que sur l'engagement actif, faire une hypothèse, voilà. Mais évidemment que le corps a un impact énorme dans l'apprentissage aussi. Alors, il y a Maxime qui nous a rejoint. Si vous voulez écrire vrai ou faux sur une feuille, vrai d'un côté, faux de l'autre, parce que je vous pose plein de questions. Et n'hésitez pas à allumer votre caméra pour que je puisse vous voir, sinon je ne verrai pas votre papier non plus. Allez, donc on en est au troisième pilier de l'apprentissage. Qui l'a en tête, le troisième pilier? Levez la main pour voir. Ouais, donc tout à l'heure, vous me montriez 2 doigts, mais c'est peut-être 2,5. Peut-être pas 3, mais 2,5. Vous êtes quand même toutes les 3 assez à l'aise. Alors, donc là, c'est un mot à deviner. Donc, si vous pouvez l'écrire sur une autre feuille de brouillon, ce n'est pas un vrai ou faux, c'est un mot à deviner. Se tromper, c'est déjà... Oui, j'en ai vu 2. Allez, n'hésitez pas à faire une hypothèse, même si elle n'est pas bonne. C'est pas grave. Je vois écrit attention, Caroline, et le mot en dessous, je ne vois pas. C'est avancer. Avancer. Ok. C'est bon, vous avez eu assez de temps, je vous montre. Alors, je l'ai vu écrit 3 fois. Se tromper, c'est déjà apprendre. Chaque erreur, ça va être une opportunité d'apprentissage. Et donc, pour moi, c'est indispensable que les adultes en aient conscience. Mais il faut aussi que les enfants ou vos élèves, si vous êtes en classe, le sachent. Et quand même, vu notre système scolaire, on a plutôt tendance à stigmatiser l'erreur. Donc moi, pendant mes études Montessori, enfin, j'accueille des enfants, c'est plus du soutien scolaire Montessori, c'est des enfants scolarisés, et ben, je passe beaucoup de temps à leur dire, voilà, n'aie pas peur de te tromper, n'aie pas peur de faire une hypothèse, même si elle n'est pas bonne. Il n'y a pas d'autre solution pour apprendre et avancer. Comme vous dites, Caroline, il n'y a pas d'autre solution pour progresser. Donc, voilà, il faut se tromper pour apprendre. Et évidemment, comment va réagir l'adulte quand l'enfant fait une erreur? Eh ben, c'est primordial. Parce que si à chaque fois que l'enfant fait une hypothèse, il est rabroué, eh ben, il n'osera plus en faire des hypothèses. Donc, chaque erreur, c'est vraiment une opportunité d'apprentissage. Alors là, du coup, il y a plus de texte à trous que de vrai ou faux pour ce pilier.
La qualité, je vous la lis du coup, la qualité et la précision du que nous recevons déterminent la rapidité avec laquelle nous apprenons. Je vous laisse le temps de réfléchir pour trouver ce mot. Alors, montrez-moi quand vous avez une hypothèse et une hypothèse. C'est plus difficile que les vrais ou faux. Hein. Je vous engage un peu plus là. Hein. Caroline, je ne vois pas. Si vous avez un feutre, ça sera plus facile. Bah, je fais au feutre, mais je pense qu'il n'est pas... Ouais. Allez, les autres, vous ne faites pas d'hypothèse parce que vous ne trouvez pas quel mot pourrait convenir. Je vois là. Alors, je n'ai pas votre prénom, la personne qui a écrit feedback en rouge. Ah, vous n'avez pas votre micro. C'est Valérie. Oui. Valérie, c'est Valérie. Eh bien oui, Valérie, feedback. Alors moi, je l'ai mis en français, j'ai mis retour, mais c'est ça. Hein. La qualité et la précision du retour que nous recevons déterminent la rapidité avec laquelle nous apprenons. Donc ce retour, on fait une hypothèse et hop, tout de suite, on a un retour pour nous dire si c'était juste ou pas. Hein. Et c'est vraiment ça qui va permettre d'apprendre. Et la qualité et la précision. Alors, il ne faut pas que je vous dévoile trop de choses. Je regarde l'ordre de mes diapos. C'est ça. Le cerveau n'apprend que s'il perçoit un décalage entre ce qu'il prédit et ce qu'il reçoit. Aucun apprentissage n'est possible en l'absence d'un signal d'erreur. Les organismes n'apprennent que lorsque les événements violent leurs attentes. Donc la surprise, c'est vraiment l'un des moteurs fondamentaux de l'apprentissage. Alors, il y a 3 mots à trouver. Je pense que vous les voyez en gris tout en bas. Ne les regardez pas dans un premier temps, mettez votre main pour cacher ces 3 mots en gris. Essayez déjà, je vais vous lire les phrases, mais on va déjà essayer de les trouver, ces mots. Et si vraiment c'est trop dur, il y a les 3 qui sont en dessous, vous n'aurez plus qu'à les mettre au bon endroit. Le cerveau n'apprend que s'il perçoit un entre ce qu'il prédit et ce qu'il reçoit. Aucun apprentissage n'est possible en l'absence d'un. La est l'un des moteurs fondamentaux de l'apprentissage. Je me suis fait avoir, je vous l'ai lu juste avant. Ça va être plus facile. Donc voilà, vous avez les 3 mots en bas en gris, je pense que vous les voyez. Alors, je vais demander... j'ai pas, le prénom ne s'affiche pas non plus. La personne qui a des lunettes sur un siège rouge. Oui, c'est votre micro. Si vous pouvez nous lire les phrases avec les mots que vous avez mis dans les trous. Non, je ne sais pas si... Peut-être que son micro ne fonctionne. Si, oui, vous. Oui, vous. Katia. Ah, c'est Katia, mais je ne sais pas pourquoi les noms. Ah non, Katia, non, Oui, vous êtes à côté. C'est pas moi alors. Non, pas Katia. La personne qui est sur un siège rouge. Oui, ben mon siège est rouge aussi, c'est pour ça. Ah, d'accord, désolée Katia. Un pull marron ou foncé, je ne sais pas. Non, elle a peut-être des soucis de micro. Bon, bah Katia, allez-y du coup. Bon, alors j'ai mis le cerveau n'apprend que s'il perçoit un sens entre ce qu'il prédit et ce qu'il reçoit. Un sens, s'il perçoit un sens entre ce qu'il prédit et ce qu'il reçoit. Oui. C'est pas à ce mot-là que je pensais. Non. Vous les voyez, les mots en bas, en gris? Pas du tout. Pas du tout. Donc, vous n'avez pas ce petit indice-là en plus. Non. Alors, qui peut aider Katia, du coup, sur cette première phrase?
Un décalage? Oui, c'était un décalage. Hein. Le cerveau n'apprend que s'il perçoit un décalage entre ce qu'il prédit et ce qu'il reçoit. D'accord. Je pense que je mangeais, ça s'écrit AIS. Et je vérifie, ah oui, ça s'écrit AIS. Ou alors, oh, je pense que je mangeais, ça s'écrit AIT. Ah non, ça s'écrit AIS. Hein, vraiment un décalage. Allez-y pour la deuxième phrase. Alors, aucun apprentissage n'est possible en l'absence d'un... Sans les mots, c'est plus difficile alors. oui. Sans les petits mots en gris. Quelqu'un veut l'aider? Un signal d'erreur. Oui, c'est ça. Aucun apprentissage n'est possible en l'absence d'un signal d'erreur. Et la dernière, Katia, vous l'avez trouvée ou pas? Ah, j'aurais mis la curiosité est l'un des moteurs fondamentaux de l'apprentissage. La curiosité est indispensable, mais là, vu qu'on est en train de parler du retour sur erreur, c'était... La surprise. La surprise. Bon. Alors, j'avais fait l'erreur de lire le paragraphe juste avant de montrer cette diapo, je ne me rappelais plus l'ordre, mais voilà, c'est la surprise. Hein. Donc, je vous remontre les phrases complètes. Le cerveau n'apprend que s'il perçoit un décalage entre ce qu'il prédit et ce qu'il reçoit. Aucun apprentissage n'est possible en l'absence d'un signal d'erreur. Et la surprise est l'un des moteurs fondamentaux de l'apprentissage. Il y a une chercheuse suisse qui fait des recherches super intéressantes sur l'erreur. Je vois que vous hochez la tête, Valérie, vous la connaissez? Ce n'est pas Solange Desnervaux? Si, c'est ça. Solange Desnervaux, elle compare des classes traditionnelles et des classes Montessori par rapport à l'erreur. Voilà. Et vous verrez, en plus, ce qu'elle fait, ce qui est génial, c'est qu'elle résume. Parce que lire une étude scientifique, c'est pas évident. C'est un vocabulaire assez spécifique et c'est pas forcément facile de tout comprendre. Mais on peut trouver des résumés je crois que ça s'appelle ARFEM, Association des réseaux. C'est un réseau d'écoles en Suisse, AREM peut-être, des écoles Montessori en Suisse. Peut-être AREM, quelque chose comme ça, et vous pourrez trouver les résumés de ces recherches. Et c'est vraiment, ces travaux sur l'erreur sont super intéressants. Et oui, je ne vous ai pas dit quand je me suis présentée, j'ai un podcast aussi. Donc depuis 2 ans, j'interviewe chaque semaine des spécialistes. Donc j'ai eu beaucoup de professeurs des écoles, des éducateurs Montessori et des chercheurs. Et donc là, j'ai déjà publié 92 épisodes. C'est chaque vendredi à 8h, il y a un nouvel épisode arrive. Et le 100e, donc dans 8 semaines, ça sera Solange Desnervaux, justement, qui parle de l'erreur. J'ai gardé son épisode pour le 100e parce que c'était vraiment tellement, tellement intéressant que je me dis, voilà, il faut marquer le coup. 100e, ça sera le sien. Donc, je vous invite à aller voir, à l'écouter et puis à lire ces résumés de recherche parce que c'est vraiment très intéressant. Alors, une citation. Hélène, vous avez votre micro maintenant, vous pouvez nous lire la citation? Oui. Pour qu'un enfant ou un adulte apprenne efficacement, il faut que son environnement lui fournisse le plus rapidement et le plus précisément possible un retour sur l'erreur. Pour accélérer l'apprentissage, l'idéal est un retour sur erreur détaillé qui indique précisément ce qu'il aurait fallu faire pour ne pas se tromper. Il est important de comprendre que ce retour sur erreur n'a rien à voir avec une punition. On ne punit pas un réseau de neurones, on l'informe simplement des endroits où il s'est trompé, en étant le plus précis possible sur la nature et le signe de ses erreurs. Merci. Alors, du coup, la note, évidemment, avec tout ce qu'on a dit, hein, je pense que vous aurez compris que la note est un piètre retour sur erreur. Et que, pour plein de raisons, hein, mais voilà, le stress et l'anxiété nuisent à la faculté d'apprendre. Et oui, attendez, je recherche. J'ai une phrase en tête, mais je n'arrive pas à la formuler, donc je la recherche. Déjà, on ne punit pas un réseau de neurones. Je trouve que cette phrase, elle est vraiment, parlante. Voilà, c'est ça. Ok. Et Stanislas Dehaene fait aussi une analogie avec les jeux vidéo. Et je vais vous lire, ce sera mieux si je vous la lis que si je vous lis ce petit passage que si je vous l'explique avec mes propres mots. Vous allez voir en quoi la note est vraiment un piètre retour sur erreur. Prenons l'analogie du jeu vidéo. Lorsque vous découvrez un nouveau jeu, forcément, vous ne savez pas quelle est la manière efficace de progresser. Vous n'avez pas envie qu'on vous rappelle en permanence à quel point vous êtes mauvais. C'est pourquoi les concepteurs de jeux vidéo introduisent au départ des niveaux extrêmement faciles,
où vous vous faites plaisir, en gagnant presque à coup sûr. Très progressivement, la difficulté augmente et avec elle, le risque d'échec et de frustration. Mais les programmeurs savent la mitiger en mélangeant le facile et le difficile et en vous donnant toute l'attitude de rejouer le même niveau autant que nécessaire. Progressivement, votre score s'améliore et un jour d'allégresse, vous franchissez ce maudit obstacle qui vous bloquait. Maintenant, comparez cela avec le bulletin de notes d'un mauvais élève. Il démarre l'année avec une mauvaise note et au lieu de le remotiver en lui laissant repasser le même test jusqu'à la réussite, on lui impose chaque semaine un exercice nouveau, toujours au-delà de ses capacités. Jour après jour, son score reste voisin de 0. Sur le marché du jeu vidéo, un design aussi désastreux serait un échec cuisant. Je la trouve formidable, cette analogie avec les jeux vidéo. Et du coup, oui, à un moment, ils disent, pour les jeux vidéo, on a la possibilité de rejouer le même niveau autant que nécessaire. Mais à l'école, en fait, ça devrait être ça. S'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, on ne peut pas passer à la suite si on est toujours bloqué là-dessus. L'idéal, ça serait de continuer de travailler là-dessus. Et si on rate une évaluation, eh ben, on devrait pouvoir la refaire, en fait. La refaire jusqu'à ce qu'on la réussisse. Le but, il est là. Et donc, je me suis mis ces quelques mots-clés en dessous là, pour me rappeler, je voulais vous en parler. Dans la pédagogie Montessori, évidemment, il n'y a pas de notes et il n'y a pas de récompenses extrinsèques qui viennent de l'extérieur. Et j'ai interviewé Angeline Stoll-Lillard vendredi dernier et elle parlait de l'expérience de sa fille. Donc, sa fille a été dans une école Montessori quand elle était jeune, je ne sais plus, on va dire de 6 à 12 ans à peu près, je ne sais plus exactement. Et après, quand elle a fait ses études, elle est allée dans un collège, un lycée, une fac assez comment dire, exigeante, avec beaucoup, beaucoup de travail. Et sa fille lui a dit, tu sais, maman, j'ai jamais autant travaillé que quand j'étais dans cette école Montessori. Donc sa maman était quand même surprise, parce qu'elle lui dit, mais attends, tu as vu l'école, le lycée, la fac que tu viens de faire? Enfin, c'était quand même intense. Et elle fait, oui, mais en fait, là-bas, à chaque fois, j'essayais d'avoir un A, parce qu'ils parlent comme ça aux États-Unis, on va dire 20 sur 20. J'essayais d'avoir 20 sur 20, et quand le 20 il était atteint, et ben, il n'y avait plus d'autres objectifs. Alors que dans l'école Montessori, en fait, il n'y a jamais de barrière, il n'y a jamais de fin possible. Quand on a découvert quelque chose, on peut toujours découvrir plus. Il n'y a pas de limite, quoi. Donc voilà, je voulais vous partager cette anecdote que Angéline m'a partagée vendredi. N'hésitez pas à rebondir, vous ne rebondissez pas beaucoup là. Si vous avez des questions, des témoignages intéressants à nous faire, allez-y. Ma fille, elle a 2 années de fac en Finlande et c'était tout à fait ça. Ils étaient notés sur 5, et donc ils devaient avoir au moins 3 pour pouvoir valider le truc. Ils avaient le droit de refaire l'exercice ou le devoir à rendre autant de fois qu'ils voulaient. Juste à temps qu'ils expliquent que c'était leur bonne note pour eux. Ouais. Et merci parce que du coup, Valérie, vous me faites penser à quelque chose. En fait, pour moi, il y a les 4 piliers de l'apprentissage et il y a évidemment la pédagogie Montessori où tout est là. Mais même si on ne connaît pas Montessori, si on a des a priori, des fausses croyances, ces 4 piliers de l'apprentissage, c'est tout à fait possible de les mettre en place dans une classe traditionnelle ou à la maison. Enfin voilà, c'est sûr que, pour moi, l'idée, c'est pas pour moi, la recherche prouve que l'idéal est une ambiance Montessori. J'ai toujours été une grande fan de Montessori, mais les premières années, je ne savais pas qu'il y avait des recherches qui prouvaient en fait l'efficacité de cette pédagogie. Je trouvais naturellement, instinctivement, je me disais, ouais, mais c'est génial, elle a tout compris. En observant les enfants, elle a tout compris. Et en fait, depuis quelques années, j'ai découvert qu'il y avait plein de recherches qui prouvaient en fait que oui, le fait de ne pas avoir de récompense extrinsèque, c'est l'idéal. Que le fait de pouvoir choisir son matériel et de pouvoir avoir le corps en mouvement, de pouvoir se déplacer, c'est l'idéal. Et en fait, tout ça maintenant est prouvé par la recherche. Et c'est justement Angeline Stoll-Lillard qui le prouve et qui écrit tout ça en français, parce que c'est une américaine, mais le livre, là, il a été traduit en français. Montessori, une révolution pédagogique soutenue par la science. Voilà. Donc, je vous ai remis si vous n'avez pas le temps de noter, c'est pas grave, je vous ai remis le titre après dans une autre diapo. Donc, on reste sur le retour sur la note, le retour sur erreur. Et donc, voilà, j'ai mis se tester pour mieux apprendre. Il y a plein de monde qui arrive là maintenant. Se tester pour mieux apprendre, l'une des stratégies pédagogiques les plus efficaces. Donc, quand apprendre par cœur, tout à l'heure, vous avez un petit peu dit que ce n'était pas l'idéal, Bérangère, mais apprendre par cœur, ça a aussi des avantages.
quand on connaît les choses par cœur, ça libère des ressources dans le cortex préfrontal et on peut passer à la suite et poursuivre notre réflexion. Donc, apprendre par cœur, des fois, il y a quand même des choses qui sont... C'est intéressant de les connaître par cœur. Mais se tester pour mieux apprendre, c'est vraiment la solution pour vérifier, en fait, pour voir si on a appris, pour savoir si ça a été efficace ou pas. Alors, je vous ai mis... oui, les flashcards. Est-ce que quelqu'un connaît les flashcards? Je vois une tête qui dit oui. Non. Alors, les flashcards, il y a 2 façons de les faire déjà. Soit sur une petite fiche Bristol en écrivant à la main, soit avec une application comme Brainscape ou Anki. Ça, la photo, c'est Brainscape. Anki, c'est beaucoup plus dur à prendre en main, c'est un peu moche, quoi. Donc, c'est pour ça, moi, je préfère Brainscape. Bon, après, papier et crayon, ça marche très bien aussi, hein. Vous voyez, là, je suis en train d'apprendre des choses en psychologie cognitive, un domaine que je ne connais pas du tout. Et ben, je me fais mes petites flashcards. Et donc, le but, en fait, c'est d'écrire une question d'un côté, la réponse de l'autre. Ou alors une phrase à trous. Là, par exemple, j'ai mis « Lorsque nous reconnaissons des formes, nous avons l'impression de le faire. » Et 3 petits points, 3 petits points. Et en fait, de l'autre côté, j'ai marqué « sans effort ». Donc, il faut que la réponse que vous ayez à trouver, elle ne soit pas trop longue. À chaque fois, ça va être un mot, une phrase, voilà, et une seule question à la fois. Il vaut mieux faire plusieurs flashcards que tout vouloir mettre dans la même. Et donc ça, c'est vraiment l'idéal pour se tester, en fait, pour voir si on s'en rappelle. Quand j'ai lu mon dernier chapitre de psychologie cognitive, j'ai eu l'impression de comprendre plein de nouvelles choses et de me dire « Ah mais oui, ça, ah ouais, c'est génial !» 2 jours après, je me suis testée sur mes flashcards, et ben, je me rappelais plus que de la moitié. Donc, bon, pour nous, les adultes, c'est encore plus le cas, hein. Vous savez que notre plasticité, on a toujours de la plasticité cérébrale, mais les enfants en ont beaucoup plus. Et pour un enfant, ça va être beaucoup plus simple, plus rapide. Voilà, si vous apprenez le piano aujourd'hui, vous allez mettre beaucoup plus de temps pour atteindre le même résultat qu'un enfant de 6 ans. Mais voilà, c'est jamais trop tard, on peut toujours apprendre. Et justement, se tester, ça va vous prouver. Et vous allez voir, en fait, ce dont vous vous rappelez et ce dont vous ne vous rappelez pas. Moi, pour la psychologie cognitive, j'utilise des petites fiches Bristol, mais pour l'anglais, là, ça fait 2 ans que je réapprends l'anglais, et j'utilise beaucoup de flashcards, enfin, j'utilise sur Brainscape. J'ai, je sais plus de 1000, j'ai déjà créé plus de 1000 flashcards, et je me suis testée sur 16 000, je crois, sur 16 000 cartes. Et c'est vraiment ce qui m'aide à progresser en anglais. Donc là, en anglais, je fais la phrase en français d'un côté, la phrase en anglais de l'autre. Là, vous voyez, j'avais mis une question de neurosciences. Que produit l'entraînement sur une même notion? Eh ben, c'est la consolidation synaptique. Le fait que les neurones vont se connecter ensemble et se renforcer. Voilà. Sauf que le mot consolidation synaptique, au début, je n'arrivais pas à m'en rappeler. Donc, le fait de me tester sur cette carte, eh ben, ça me permet de le mémoriser. Une autre astuce, ça va être d'espacer les apprentissages. Et l'avantage de cette application, on peut le faire aussi avec les fiches Bristol, hein, ça va être, vous voyez, on se note entre 1 et 5. Si on s'est mis 1, c'est qu'on ne savait pas. Et si on s'est noté un 5, c'est qu'on savait très, très bien. Et Brainscape est intelligent parce que du coup, il va nous reproposer plus souvent les cartes pour lesquelles on s'est mis une moins bonne note. Si on s'est mis un 4 ou un 5, il nous les propose moins souvent, c'est qu'on les sait mieux. Voilà. Mais ça, on peut le faire aussi. On peut le faire aussi avec nos fiches Bristol, hein. On se fait un tas. Ah bah ces cartes-là, j'ai eu tout juste. Je ne me repose pas la question avant 2-3 jours. Ces cartes-là, je me suis trompée. Bah, je me repose la question plus tard. J'ai une question, je ne l'ai pas marquée là. Ah oui, je l'avais soulignée dans le livre pour vous la poser. Attendez, j'essaie vite de la retrouver parce qu'elle était très... Ah oui, elle est là. Donc, espacer les apprentissages, c'est super intéressant pour justement favoriser la consolidation des synapses, les liens de communication entre les neurones. Mais à votre avis, quel est l'intervalle de temps le plus efficace entre 2 répétitions pour la même leçon, pour le même sujet? Allez, faites une hypothèse dans le chat, là, vu que vous écrivez beaucoup, et écrivez à votre avis l'intervalle de temps le plus efficace entre 2 répétitions. Combien de temps on doit laisser? Deux jours, 24 heures, 1 mois, 1 jour. Alors, Bénédicte, si on laisse... Non, si c'est Bénédicte qui a mis 1 mois, ça serait très, très long. On oublierait tout. On oublierait tout. C'est vraiment trop long, 1 mois. Alors,
Ce qui est intéressant quand même, c'est que je vois il y a aucune réponse en dessous de 24 heures. Aucune idée, question intéressante. En fait, c'est 24 heures. Le minimum, c'est 24 heures. Et pourquoi 24 heures à votre avis? Si je travaille aujourd'hui à 10 heures du matin et que je retravaille que le lendemain à 24 heures, qu'est-ce qui se sera passé en attendant? Ah, je le vois, sommeil. Voilà, sommeil. Forcément, vous aurez dormi ou les enfants auront dormi. Et le fait de dormir, ça va consolider les apprentissages. Voilà. Donc le sommeil, on n'aura pas trop le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est pas parce que j'en parle pas que c'est pas important. Le sommeil vraiment est indispensable pour consolider les apprentissages. Alors, du coup, je pense que vous avez le nom du 3e pilier de l'apprentissage. Je vous laisse l'écrire sur une feuille de brouillon et me montrer. Parce que si vous écrivez dans le chat, vous allez voir les réponses avant d'avoir fait votre hypothèse. C'est pour ça que je préfère que vous l'écriviez sur un papier. Je vois pas beaucoup de papier. J'espère que vous avez le nom du 3e pilier. Non? Si vous ne l'avez pas, c'est ma faute, hein. Alors, si vous ne l'avez pas, je vais vous montrer une diapo qui peut vous donner un indice sans vous donner la réponse. Attendez, je recherche la bonne diapo. Je peux vous montrer celle-là, peut-être, pour vous aider à retrouver le nom du 3e pilier. Alors, peut-être avec les mots. Le mot n'est pas marqué. Non, il n'est pas marqué, donc je peux vous montrer cette diapo. Oui, c'était ça. J'ai vu passer. Oui, Bérangère. Allez, je vous le montre du coup. Bon, c'est que j'ai mal fait mon travail, hein, c'est que je suis allée trop vite. Mais bon, présenter les 4 piliers en 1h30, c'est un peu challengeant. C'est le retour sur erreur. Hein. Le premier pilier, c'était l'attention. Le deuxième, c'était l'engagement actif. On est engagé, on est curieux, on fait des hypothèses. Et forcément, si on fait une hypothèse, il faut qu'on tout de suite, on reçoive un retour sur erreur qui est neutre et immédiat. Donc neutre, sans jugement de l'adulte. Pas une mauvaise note, pas un regard ou un adulte pas content, voilà. Mais vraiment voilà, neutre et immédiat. Plus le retour va arriver dans la foulée, mieux c'est. Si à l'école, si on donne une évaluation aux enfants le lundi et qu'on leur redonne leur évaluation le mardi, et des fois c'est même plus tard, mais si c'est le lendemain, c'est trop tard en fait. Les enfants, ils vivent dans le présent, ils ne peuvent pas se reprojeter 24 heures plus tard. Et ils ne vont pas se dire « Ah oui, j'avais fait cette hypothèse-là et en fait, elle n'était pas bonne, je mangeais, ça ne s'écrit pas AIT, ça s'écrit AIS. » Non, 24 heures plus tard, mais ça ne sert plus à rien. C'est vraiment immédiat, ce retour immédiat est vraiment important. D'où l'importance de l'autocorrection pour pouvoir justement apporter ce retour immédiat. Alors, est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au 4e pilier? On est dans les temps, là, ça va. Je veux bien entendre vos questions si vous en avez avant de passer au 4e. Moi, ce n'est pas une question, c'était un outil que j'avais vu dans un reportage justement sur les nouvelles innovations pédagogiques, enfin les innovations pédagogiques. Et c'était en fait une application où l'instituteur, le professeur, l'enseignant proposait à chaque fois donc, une phrase, il faut dire si c'est vrai ou si c'est faux, ou en tout cas un problème, il faut donner une réponse. Et chacun, en fait, sur son téléphone portable, notait la réponse et levé. Et en fait, personne ne pouvait copier les uns sur les autres parce que chacun avait des codes différents, des choses comme ça. Et lui, il scannait en fait. Et donc, personne n'avait le résultat des autres, mais les statistiques étaient renvoyées à chacun sur là où ils avaient fait des erreurs. C'était hyper intéressant parce qu'on est sur le vieux principe de la tablette où on écrit sur à la craie notre petite ardoise où on lève. Moi, je faisais ça quand j'étais en primaire sur le calcul mental. On faisait ça, on écrivait la réponse vite, on devait lever. Et je trouvais hyper intéressant que la technologie, même si bon voilà, c'est un peu toujours compliqué peut-être d'avoir tout le monde le matériel au bon moment, mais c'est hyper efficace quoi. Eh ben, merci Maxime, parce que je sais de quoi Bérangère parle, mais je n'aurais pas retrouvé le nom, Flickrs. Donc vous pouvez nous en parler si vous l'utilisez avec vos élèves? Si vous pouvez mettre votre micro pour nous en parler.
Ouais, je ne sais pas si vous m'entendez. Si. Ah bah, impeccable. Donc, ouais, effectivement, bonjour à tous. Je suis arrivé un peu en retard, excusez-moi. Oui, donc je l'utilise. Bah, c'est exactement comme ça a été décrit par Madame juste avant, hein. Ça marche comme ça, en fait, hein. Ils ont un QR code. En fait, ils l'orientent. Il y a 4 réponses, A, B, C ou D. Et en fait, ils vont l'orienter le A vers le haut s'ils veulent répondre à la question A, etc. Et puis, du coup, c'est dynamique, en fait. Et puis, on peut leur afficher directement au tableau le statistique de leurs réponses et s'ils ont eu bon ou mauvais, en fait, hein, tout simplement, hein. Donc, enfin, ouais, ça répond pas trop mal notamment au retour sur erreur. Enfin, ils ont la réponse instantanément. Et puis, comme Madame disait juste avant, en fait, ils peuvent pas tricher sur le voisin parce que le QR code, les lettres sont écrites en tout petit. Ils peuvent pas trop regarder ce que l'autre a mis parce que chaque QR code est différent, en fait. Ouais, Donc, ils n'ont pas ça le les temps. oblige aussi à être efficaces, quoi. Voilà, Ok. c'est ça. Ouais. Kahoot, oui, il y a plein d'applications maintenant qui existent. Et certaines ont l'avantage de ne pas avoir besoin d'iPad ou d'ordinateur en classe et d'autres, c'est le cas. Alors, on termine. On voit le dernier pilier de l'apprentissage, le 4e. Quelqu'un l'a déjà en tête, le 4e pilier? Faites-moi signe si vous l'avez déjà. Ouais. Allez. Donc, ce n'est pas des vrais ou faux, apparemment. C'est des textes à trous aussi. Je vous les lis pour gagner un tout petit peu de temps pour qu'on soit sûr d'avoir le temps de terminer. Au départ, tout apprentissage exige des efforts intensifs. Avec la pratique, l'apprentissage, il devient et inconscient. Allez, je vous laisse le temps d'essayer de réfléchir. N'écrivez pas dans le chat, écrivez-le bien sur votre feuille à vous pour pas que tout le monde voit. Je vois pas beaucoup de feuilles, hein. Elles ne sont pas faciles à trouver, ces mots-là. Allez, mais faites des hypothèses, même si elles ne sont pas bonnes, c'est pas grave. Le principal, c'est d'être engagé, de faire une hypothèse. Et moi, juste après, je vous montre le mot auquel je pensais. Non. Bon, vous avez essayé. Si vous avez essayé, je vous montre. Alors, au départ, tout apprentissage exige des efforts intensifs. Avec la pratique, l'apprentissage s'automatise. Il devient rapide et inconscient. Je pourrais prendre... Est-ce que c'est maintenant que je prends l'exemple de la lecture? Bah oui, je peux prendre l'exemple de la lecture maintenant. Un enfant qui commence à lire, lire chaque mot, ça va lui demander énormément de ressources, ça va être difficile, il va lire lentement. Et au fur et à mesure des années, la lecture va être de plus en plus fluide, ça va être de plus en plus, ça exigera moins d'efforts, ça va s'automatiser et devenir rapide et inconscient. Je pense que comme moi, vous ne vous rappelez plus trop de votre propre apprentissage de la lecture, ça remonte. Pensez à quelque chose que vous avez appris récemment. Par exemple, moi, j'ai commencé à jouer au piano il y a 5 ans. Cherchez un exemple, quelque chose que vous avez appris. Ça peut être une langue, un instrument de musique, un sport, quelque chose. Et rappelez-vous à quel point au début, c'était dur. Et maintenant, si vous avez poursuivi quelques années plus tard, comme maintenant, c'est plus simple. Prendre le temps de repenser à quelque chose qu'on a vécu il n'y a pas longtemps, je trouve que ça aide pour se mettre à la place des enfants. Vous n'avez pas besoin de le partager, mais voilà, prenez le temps d'avoir un exemple pour vous. Alors, la consolidation, c'est cela. Passer d'un traitement conscient, avec effort, à un fonctionnement inconscient, automatique. Avec la diapo d'avant, je pense que c'est plus facile de trouver les mots qui manquent. Je me tais pour que vous ayez le temps de réfléchir. N'hésitez pas à me montrer. C'est presque ça.
Ouais, si j'ai bien réussi à lire, c'est ça. Allez, je vous montre. La consolidation, c'est cela. Passer d'un traitement lent, conscient, avec effort, à un fonctionnement rapide, inconscient, automatique. Alors, Steve Masson, un chercheur canadien, utilise la métaphore de la forêt pour parler de la consolidation. Et donc, si je vous demande, vous voyez sur la photo de gauche, là, c'est un petit sentier qui n'est pas trop tracé dans la forêt. Si je vous demande d'aller le plus vite possible d'un point A à un point B, à votre avis, sur les 3 images, quel chemin, quel chemin vous permettra d'aller le plus vite possible du point A au point B? La troisième. Évidemment, la troisième. Et j'aurais même pu, ça c'est une route dans la forêt, j'aurais même pu rajouter une 4e image avec une autoroute. Hein. Donc là, j'aurais même pu mettre une image encore avant la première, avec plein de branches, plein de buissons qu'on doit, on est obligé de pas élaguer, oui c'est ça le mot, on est obligé d'élaguer et de faire créer un passage pour réussir à retrouver une connaissance. Donc en fait, la consolidation, ça va être ça, ça va être vraiment de faire en sorte que nos neurones puissent se connecter le plus vite possible, le plus facilement possible. Et la métaphore de la forêt, je la trouve très parlante parce que voilà, on voit, on comprend en fait ce qui se passe dans notre cerveau. Plus on s'entraîne et plus on consolide. Steve Masson a d'ailleurs une chaîne YouTube très intéressante. Mon cerveau, non, c'est pas mon cerveau. Cerveau et apprentissage. Oh, je ne sais plus le nom de la chaîne, mais si vous tapez Steve Masson, vous la retrouvez. Donc là, on va se mettre dans la peau d'un enfant de CP. CP, CE1, et on lui demande de résoudre ce problème de maths. Un enfant qui n'a pas consolidé la lecture, justement. Donc, je vais demander à quelqu'un de le lire. Je voulais choisir. Qui veut le lire? Alors, personne. Mais j'aimerais bien... Allez, allez-y. Alors, je suis censée pas bien savoir lire, c'est ça? Faites comme vous pouvez. Alors, un automobiliste quitte Nantes pour Paris à 14 h. La distance est de 300 km. Il arrive à 17 h. Voilà. Quelle était sa vitesse moyenne? Ok, donc là, si on est dans la peau d'un enfant de CP et qui est obligé de fournir tous ses efforts pour lire, la lecture n'est pas consolidée, est-ce que vous pouvez résoudre le problème de maths? Ben non, ça demande beaucoup trop de ressources et d'efforts, c'est impossible. Donc voilà, c'était pour vous montrer que... Ah, il y a un micro qui n'est pas éteint, si vous pouvez l'éteindre. C'était pour vous montrer l'effort que ça peut demander quand la lecture n'est pas consolidée. Allez, encore un mot à deviner dans la phrase. Toutes les nuits, notre cerveau, ce qu'il a appris pendant la journée. Je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé du sommeil. Alors, il n'y a pas le mot précis, je ne l'ai pas encore vu. Alors, non. Enfin, on y est presque, mais je n'ai pas encore le mot précis. Non. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas fausses non plus. Hein. Ça veut dire à peu près ça. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais vous remontrer une diapo qui peut vous aider. Mais j'en avais un peu moins sur celle-là. Ah, je ne l'ai peut-être pas prononcé le mot, en fait, encore. Non, je ne l'ai pas prononcé. Ouais, ça y est, je l'ai vu. Allez, je vous le montre. Toutes les nuits, notre cerveau consolide ce qu'il a appris pendant la journée. Voilà. Et c'est pour ça que le sommeil est vraiment indispensable. Le sommeil, c'est pas juste, c'est pas juste un moment de perdu où le cerveau fait le nettoyage. Pendant le sommeil, notre cerveau va rejouer les éléments importants vécus dans la journée et faire le tri. Tout ce qui n'était pas important, ça disparaît. Et donc, du coup, là, ça vous donne un gros indice pour deviner le 4e pilier de l'apprentissage. Avec la diapo d'avant, là. Allez, faites quand même une hypothèse.
Oui, je le vois. C'est ça. Alors, tac. Est-ce que j'ai rien oublié de vous dire sur le 4e pilier qui était important? Donc, ouais, le rôle clé du sommeil, hein, j'en ai pas parlé longtemps, mais le sommeil a pourtant un rôle clé. Ah oui, là, j'aime bien cette phrase, elle est intéressante. Pour un enfant débutant, chaque calcul est une montagne qui demande de gros efforts d'attention et mobilise les circuits du cortex préfrontal. Voilà. Donc, ne pas oublier que même si pour nous, c'est évident et c'est automatisé, consolidé depuis super longtemps, pour les enfants, non, ils sont justement en pleine consolidation et c'est pas si évident que ça au début. Et justement, en tant qu'adulte, le fait d'apprendre quelque chose de nouveau, hein, une langue, un instrument de musique, enfin, peu importe, ça nous remet vraiment dans cette posture d'apprenant et ça nous permet vraiment de réaliser à quel point ça peut être compliqué. Donc oui, la consolidation. La consolidation, c'est le 4e pilier. Alors, j'ai une petite citation là. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a levé la main et qui n'a pas pu parler. J'ai pas votre prénom. Vous avez un siège rouge, des lunettes. Si votre micro marche, je vous écoute. Je ne vous ai pas encore entendu. Maria Montessori avait déjà noté à quel point les activités de vie pratique peuvent développer la concentration. Dans les écoles Montessori d'aujourd'hui, on demande par exemple à un enfant de marcher sur une ellipse tracée au sol sans jamais quitter cette ligne du pied. Cette méthode Montessori a démontré ses mérites. Merci. Donc, je trouvais ça intéressant qu'un chercheur comme Stanislas Dehaene reconnaisse les bienfaits de la pédagogie Montessori. Après, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que Stanislas Dehaene, il est au Conseil supérieur des programmes depuis quelques années et je ne vois pas les choses beaucoup évoluer. C'est ça que j'ai du mal à comprendre, en fait. Parce que quand je me suis dit, waouh, il est au Conseil, il fait partie des programmes, mais génial, ça va tout changer. Je ne sais pas. Il doit y avoir d'autres raisons, peut-être, qui freinent un peu cette évolution. Et donc, voilà, je vous ai mis aussi une photo d'une ambiance Montessori, une ambiance 3-6, hein, avec des enfants de 3 à 6 ans. C'était Caroline tout à l'heure, je crois, qui parlait du multi-âge. Non, oui, je crois. Et c'est vrai que le multi-âge est vraiment, c'est un des piliers de la pédagogie Montessori. Il y en a plein d'autres, évidemment, mais le multi-âge permet vraiment de faire en sorte que les enfants se sentent bien et apprennent. Oui, sur le 4e pilier, avant de vous montrer la fin, est-ce que vous aviez des questions sur le 4e pilier, sur la consolidation? Non? Tout est bon? Ok. Alors, je voulais aussi vous montrer la carte mentale que j'avais faite à partir du livre. Alors, je l'ai en PDF, je ne l'ai pas en livre. Donc, la couverture, c'est celle du milieu, le livre de Steve Masson. Activer ses neurones pour mieux apprendre et mieux enseigner. Donc voilà, ça c'est vraiment les 6 sujets aujourd'hui qui vous a intéressé. C'est les 3 livres vraiment que je vous invite à lire. Moi, ça fait des années que je les lis. Et en fait, chaque semaine, je replonge dans un chapitre, dans quelques pages, et j'approfondis, je consolide mes connaissances. Et je fais du lien aussi entre les deux. Dans la formation là, que je propose aux profs des écoles, je me suis amusée à faire converser Steve Masson et Angeline Stoll-Lillard parce qu'en fait, ils disent la même chose, mais un peu différemment et sans le savoir. Et du coup, faire le pont entre les travaux de Maria Montessori et les recherches actuelles, je trouve ça fascinant. Donc la carte mentale, là, je l'ai faite à partir du livre de Steve Masson. Donc moi, aujourd'hui, je vous ai présenté les 4 piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene. Mais les 7 principes pour activer ses neurones pour mieux apprendre ou mieux enseigner de Steve Masson, il y a plein de choses qui se recoupent avec les 4 piliers. Hein. Donc, il y a plein de en fait, on pourrait ranger, alors c'est difficile, mais on pourrait ranger un peu chaque principe dans un pilier si on voulait en avoir plus que 4. Mais donc là, vous voyez, j'ai mis activer les bons neurones, activer les neurones à plusieurs reprises, entraîner la récupération en mémoire, élaborer des explications, espacer l'activation des neurones, maximiser la rétroaction, hein, le feedback, le retour sur erreur, et cultiver un état d'esprit dynamique. Voilà. Donc, tout est lié et tout se recoupe. Mais si c'est vraiment un sujet qui vous passionne, vous pourrez, à travers ces 3 livres-là, approfondir vos connaissances. Mais juste avant de se quitter, je vais quand même justement entraîner votre récupération en mémoire et je vais vous demander d'écrire les 4 piliers de l'apprentissage dont on a parlé aujourd'hui. Vous voyez, c'est mon sketchnoting là, que j'avais fait sur les 4 piliers. J'ai mis des grandes bandes blanches pour cacher le nom des piliers. Et je vous laisse les écrire, pas dans le chat s'il vous plaît, pour que personne ne les voit. Ce que je veux, c'est que vous vous rendiez compte, après une heure et demie à peine, combien il vous en reste à la fin en fait.
Donc, allez-y, écrivez-les. Ne me les montrez pas parce que je n'arriverai pas forcément à tout lire. Je vous laisse encore réfléchir et après, je vous demanderai combien vous pensez en avoir. Ne regardez pas le chat, Katia a écrit dedans. Enfin, dessus, pas dedans. Allez, montrez-moi avec vos doigts combien vous pensez en avoir. 1, 2, 3 ou 4. 2, 4, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4. Ok. Allez, bah, je vous les montre. Comme ça, vous pouvez comparer vos hypothèses avec mon sketchnoting. Voilà. Alors, c'est marrant parce que les personnes qui m'ont dit au début de l'atelier je suis plutôt à l'aise, je connais bien les piliers d'apprentissage, je suis plutôt à l'aise, bah, vous avez vu, pour vous, c'était plus simple de les retrouver là que pour les personnes qui m'avaient montré un doigt et qui ne connaissaient pas encore du tout. Voilà. Si vous avez entendu parler des piliers d'apprentissage pour la première fois, c'est beaucoup, beaucoup d'informations. Et forcément, si vous ne voulez pas que ces informations disparaissent dans les jours à venir, parce que l'oubli, voilà, c'est un phénomène naturel, constant, on oublie, et ben, je vous invite à vous créer des petites flashcards toutes simples avec les éléments dont vous avez envie de vous rappeler en fait. Et donc voilà, je vous montre juste le nom de mon blog où vous pourrez retrouver plein de choses. Donc sur montessori-apprendreautrement.com. Ce blog, je l'ai commencé en 2017, je crois. Ouais, 2017. Donc évidemment, il y a des choses accessibles gratuitement et d'autres non. Le podcast, chaque vendredi matin à 8h, il y a un nouvel épisode. Donc là, on doit être au 92 ou 93e ce vendredi. Apprendre à apprendre, c'est le programme que j'ai créé pour les CE2, CM1, CM2 pour apprendre à apprendre à la maison pour mieux réussir à l'école. Donc c'est vraiment plus destiné aux parents pour accompagner leurs enfants, mais j'ai quand même des enseignantes qui l'adaptent pour l'utiliser en classe. Je mémorise la conjugaison, c'est un outil que j'ai créé sur l'ordi pour mémoriser pour s'améliorer en conjugaison. Et évidemment, j'ai pris en compte les 4 piliers de l'apprentissage pour que ça soit le plus efficace possible. Et ma formation en ligne, Montessori Neuroéducation, pour découvrir les principes de la pédagogie Montessori, tout ce que les neurosciences nous disent et faire le lien entre les deux. Mais pas le côté manipulation de matériel. Parce que pour moi, avant de manipuler le matériel, il y a déjà tellement de choses à comprendre, à connaître, à tester que voilà, pour moi, c'est déjà, avant de maîtriser le matériel, il faut déjà connaître tout ça.